Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Salut Maxime et bienvenue dans Nouvelle Perspective, l'émission qui parle de reconversion professionnelle et d'actualité du web et qui est diffusée tous les lundis à 11h et les dimanches à 12h30. Bienvenue Maxime. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu Maxime? Eh ben écoute, très très bien et toi? Ça va bien. Tu es là pour nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et de tes reconversions, parce que tu n'en as pas fait qu'une. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Maxime? Eh ben écoute Nathalie, moi c'est Maxime Boss, donc j'ai 36 ans, je travaille à Lyon et j'ai été pendant 15 ans, conseiller politique auprès de divers élus, dans l'agglomération lyonnaise. Et je suis depuis maintenant près d'un an professeur permanent et responsable des masters à l'Institut supérieur de gestion de Lyon, donc qui est une école de commerce. Et en parallèle, je suis également formateur auprès du groupe Adecco Training pour des entreprises, des élus et des associations, et également intervenant professionnel dans différentes écoles comme le Centre de management hôtelier de Lyon ou comme l'Institut supérieur de communication de Lyon, l'ISEG. Voilà. Est-ce que tu as une petite idée de pourquoi j'ai trouvé que ce serait intéressant de te faire intervenir sur cette radio pour parler de ton parcours aux auditeurs de RLP? Parce que j'ai un parcours assez atypique et puis que je suis aussi, comment dire, rentré dans le cadre de la reconversion professionnelle un peu sur un déclic personnel. Je pense que c'est un peu ça? Sur un déclic personnel, est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Quels sont les différents métiers que tu as exercés? Alors, j'ai enseigné à l'université, j'ai eu mon agence de communication pendant quelques années et puis comme je l'ai dit, conseiller politique aussi sur une quinzaine d'années. Voilà ce que j'ai exercé avant d'être aujourd'hui du coup, professeur permanent et formateur professionnel. Juste pour l'anecdote, tu peux nous dire à partir de quel âge, tu as commencé à enseigner à l'université? Mes premiers cours que j'ai donnés, à l'université, j'avais 23 ans. 23 ans, quand même, sacré démarrage. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec beaucoup de recul, on s'en rend pas bien compte, mais effectivement, à l'époque, j'étais plus jeune que certains de mes étudiants, donc c'était assez impressionnant effectivement les tout premiers cours et notamment mon premier cours magistral où je devais intervenir devant 250 étudiants en amphithéâtre et effectivement, c'était un sacré souvenir et encore aujourd'hui, c'est assez structurant parce que je pense que ça a été à cette époque-là, notamment, que j'ai eu un déclic sur ma capacité à prendre la parole en public et d'ailleurs, je suis formateur aujourd'hui pour ça parce que je pense que ça a été aussi un autre déclic, effectivement. OK. Donc tu as eu plusieurs reconversions, on est Mmh. d'accord? Parfois, tu as exercé des métiers simultanément? C'est ça, presque toujours d'ailleurs. J'ai toujours eu plusieurs cordes à mon arc. À l'époque où j'enseignais à l'université, c'est à la même époque que j'avais lancé mon agence de communication, donc avec une associée et encore en parallèle de ça, que j'avais commencé à être conseiller politique auprès d'un certain nombre d'élus. Et donc ça, j'ai tenu, pendant 2 ans jusqu'à ce que je fasse un burn-out parce que j'étais pas très raisonnable sur la charge de travail. J'ai un peu sous-estimé la charge de travail et l'impact que ça pouvait avoir sur la santé et surtout à l'époque, j'étais très, très mal organisé et donc du coup, je dépensais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour obtenir des résultats que j'obtiens beaucoup plus facilement aujourd'hui. Voilà. OK, donc là, tu nous livres un des secrets pour pouvoir avoir plusieurs activités simultanément, faut être bien organisé. C'est ça, très organisé et puis surtout, en fait, apprendre déjà à bien se connaître, c'est-à-dire savoir comment on fonctionne, maîtriser également le temps de repos nécessaire pour se remettre parce que le tout, c'est pas de travailler intensément et efficacement, mais c'est de s'accorder du temps de repos qualitatif et notamment du temps de sommeil suffisant. Parce que, par exemple, on peut être tenté quand on est jeune et plein d'énergie de se dire: «Je vais rogner sur le sommeil, ça va me permettre de tomber davantage de travail» et en réalité, c'est juste une fuite en avant qui nous amène tout droit vers le burn-out professionnel à ce niveau-là. Pareil pour ce qui est de l'alimentation, pour ce qui est de l'activité physique, pour ce qui est de l'hydratation, pour ce qui est de l'importance également de déconnecter
des réseaux sociaux, des notifications, du téléphone et des écrans en règle générale. Enfin, c'est ce que j'appelle moi maintenant dans mes cours et dans mes accompagnements les 5 piliers de la productivité et effectivement, ça m'a fait prendre conscience que si on maîtrisait pas ces 5 paramètres-là, il était assez illusoire de penser être productif et efficace sur la durée, quoi. Merci beaucoup. Tu as vécu un burn-out et tu en as tiré des leçons. Et puis surtout la prise de conscience de la nécessité d'une véritable introspection. C'est-à-dire, je suis toujours surpris parce que moi quelque part c'est mon burn-out, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, hein, qui me l'a appris, mais, je suis toujours surpris du nombre de personnes qui ne se connaissent pas vraiment et qui en réalité pensent qu'en implémentant une méthode qu'ils ont lue ou entendue quelque part, sans se poser la question de: «Est-ce que c'est fait pour eux ou pas?» ben, vont d'échec en échec et puis en pensant à terme qu'en fait, ils sont nuls, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont pas la bonne méthode. Enfin, en tout cas, pas celle qui leur convient. Et pareil pour ce qui est de l'alimentation, de l'hydratation et du repos, c'est assez impressionnant à quel point on est très peu formé et très mal formé sur ces sujets-là. Et à quel point, ben oui, mal manger, ça a un impact sur tout le reste, y compris la productivité. Et donc, le nombre de personnes que je vois, par exemple, pour être productif, juste bah, avaler rapidement un sandwich sans valeur ajoutée en un quart d'heure à midi pour dire, bah, comme ça, j'ai plein de temps pour bosser. En fait, à quel point, en réalité, ils sont contre-productifs à long terme. Et ça, Mmh. par exemple, voilà, pareil pour ceux qui s'hydratent très peu ou très mal. Et c'est vrai qu'on pourrait aller loin dans ces explications-là, parce que ça nécessite beaucoup de prise de conscience, beaucoup de prise de recul et de s'organiser pour faire ces choses-là bien. Voilà. Et ça, c'est important de prendre ce temps-là. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Alors, je ne sais pas si tu connaîtras le monde, mais tu iras loin. Bah, Déjà, en va tout c'est ça, bah, en tout cas, tu éviteras tu éviteras de finir en burn-out au bord de la route en pensant que ces choses-là sont pas faites pour toi, alors que juste tu t'y es mal pris. Et qu'en réalité, en t'y mettant bien, tu pourrais, obtenir des résultats très différents. mmh donc connais-toi toi-même et tu éviteras de te prendre le monde dans la face. C'est ça, en fait, de te prendre les pieds dans le tapis déjà pour Burn-out. commencer. Voilà, mais c'est vrai que ça fait partie des choses, bah, une des citations que je donne toujours beaucoup aux personnes que j'accompagne, c'est une citation de James Clear qui pour moi est assez vraie, c'est: «On ne se hisse pas à la hauteur de ses objectifs, on plafonne à la hauteur des moyens qu'on déploie». Et ça, c'est extrêmement important parce que se poser la question des moyens, c'est déjà répondre en grande partie à ce que l'on pourra faire ou pas. C'est rigolo parce que tu dis: «Quand j'ai fait mon burn-out il y a 10 ans», alors que tu as donne-nous ton âge, Maxime. Bah, j'ai 36 ans. Donc tu as fait un burn-out super jeune, en fait. Ah ben, oui, 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 Voilà, oui. donc 10 ans, Enfin même non, ça fait même 12 ans puisque j'ai fait mon burn-out à 24 ans, oui. donc tu es, précoce de burn-out. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après attention, hein, c'était pas le gros burn-out qui m'a emmené au fond de mon lit pendant des semaines. C'est que en fait, j'ai senti mon corps lâcher Mmh et c'est parce que j'ai senti mon corps lâcher que là, tout de suite, j'ai réduit la voilure. J'ai mh. arrêté, de donner, des cours à l'université. J'ai laissé ma boîte à mon associé et je me suis concentré sur le conseil politique. Mmh. Voilà, à ce moment-là, j'ai dû faire un choix, voilà, j'ai dû faire un choix, radical pour me retrouver avec un volume soutenable. Voilà. Mmh. Très bien. Est-ce que tu te définis comme un multipotentiel? Alors, est-ce que tu peux me définir multipotentiel pour que je sache si je pense correspondre? Ouais, c'est quelqu'un qui a simultanément des potentiels très forts dans des domaines très différents. Alors oui, oui, alors potentiel très fort, je sais pas, ce serait un peu présomptueux de le dire, mais en tout cas des potentiels dans plein de domaines, oui, parce que je suis quelqu'un par nature de très curieux, de très éclectique et il y a vraiment une chose que j'adore faire, c'est faire des liens entre mes différents types de connaissances. Je prends un exemple, je suis passionné d'histoire et je m'intéresse beaucoup à l'histoire moderne, à l'histoire contemporaine et notamment toute à la période napoléonienne. Et comme je suis également passionné de management, il se trouve que, bah, par exemple, aujourd'hui, je suis en capacité de faire des liens entre mes apprentissages en histoire, mes apprentissages en management, avec notamment le fait de pouvoir déceler les stratégies de management mises en place par Napoléon, par exemple, au sein des guerres napoléoniennes sur comment motiver les troupes, sur comment organiser la campagne, sur comment planifier, sur comment déléguer, sur comment structurer, sur comment visualiser l'adversaire et enfin, toutes ces choses-là, c'est assez passionnant de pouvoir, justement les croiser et créer
et créer de nouvelles connaissances par ces croisements-là. Alors là, je donnais cet exemple-là, mais il y en aurait plein d'autres sur la musique, sur la littérature, sur les différents arts, sur la géographie, sur la géopolitique. Enfin voilà, je suis très, 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 très éclectique pour le coup. OK, tu fais des liens entre des domaines d'expertise très différents les uns des autres et C'est ça ça. unit chaque domaine, en fait. Voilà et en fait, chaque domaine nourrit les autres. En fait, c'est ce que j'appelle, en termes organisationnels, la stratégie de l'entonnoir, c'est-à-dire prendre plein de choses que l'on aime faire naturellement et essayer de les faire converger autant que possible dans une seule et même direction. Et en réalité, souvent c'est possible et ça permet, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants, de mêler l'utile et l'agréable. C'est-à-dire que tout ce qui vous est agréable, réfléchissez à le rendre utile et tout ce qui vous est utile, réfléchissez à le rendre plus agréable. Et généralement, là, vous aurez trouvé une méthode pour en envie et en volonté tout au long du parcours. Merci Maxime. Alors, tu as vécu plusieurs reconversions. La dernière reconversion que tu as vécue, c'était quoi ton métier avant et ton métier après? Alors du coup, la dernière reconversion que j'ai faite, du coup, c'est en partie grâce à toi. C'est, ma conversion pour sortir de mon job de conseiller politique, donc qui était devenu ma principale activité de très loin, même si j'avais recommencé à donner des cours déjà dans différentes écoles en parallèle et à former des personnes. Mais en tout cas, le conseil politique était mon activité principale et je voulais en changer pour plusieurs raisons. La première, c'est l'événement personnel dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'arrivée de mon fils parce que je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui a 3 ans aujourd'hui et qui m'a beaucoup challengé en fait, qui m'a amené à réinterroger beaucoup ma trajectoire personnelle, ma trajectoire professionnelle et m'a amené aussi à me poser la question de comment je lui préparais son avenir à lui, qu'est-ce que je devais faire pour que les choses se passent au mieux, pour avoir un équilibre de vie aussi un peu plus stable. Donc du coup, ça m'a amené à sauter le pas parce que l'autre raison de ce changement, c'est que j'étais arrivé je dirais, à un plafond dans mon job actuel, c'est-à-dire que si je voulais continuer à évoluer, j'avais 2 grandes possibilités. La première, intégrer un ministère, ce qui m'a été proposé, mais qui ne m'apparaissait pas acceptable en termes de rythme de vie, surtout, si j'avais vocation à devenir papa, ce qui était un de mes objectifs. Et le deuxième, c'était de devenir soit directeur de cabinet, soit chef de cabinet dans une grande collectivité territoriale, ce qui avait quasiment le même genre d'implication en termes d'horaire et en termes de quantité de travail. Ces 2 choix n'étant pas pour moi acceptables, si je voulais continuer d'évoluer dans ma carrière, il était évident qu'il fallait que j'en change et c'est là que, du coup, je t'ai sollicité pour faire le bilan de compétences que l'on a fait ensemble, afin d'explorer les différentes voies possibles pour moi et d'identifier, la meilleure parmi tous les domaines qui me plaisent et qui étaient des domaines potentiels de développement d'activité. Et donc du coup, c'est à l'issue de ce bilan de compétences que lorsque, le hasard de la vie a fait qu'on m'a débauché pour, devenir, professeur permanent et enseignant principal en management et gestion de projet, du coup, j'ai su, qu'il fallait que je dise oui puisque ça faisait partie des pistes les plus solides que nous avions obtenues comme résultat du bilan de compétences ensemble. Donc la question s'est pas posée longtemps, voilà. Et félicitations aussi pour être passé à l'action, parce que souvent les gens font des plans, mais ça bouge pas forcément pour autant. C'est pas très utile de faire des plans si on se bouge pas juste après. Tu as une proposition. Quel est ton premier bilan? Eh ben, j'en suis très satisfait parce qu'en fait, l'avantage quand on se fait débaucher, c'est que, bien évidemment, on est en bonne position pour négocier des conditions qui nous conviennent. Donc j'ai eu, cette chance-là de bien négocier mon contrat, donc ce qui m'a laissé, beaucoup de temps disponible pour mes activités annexes. Du coup, j'ai pu développer en parallèle mon entreprise parce que ça aussi, c'était l'une des 2 pistes principales qui sont sorties du bilan de compétences, c'était soit l'enseignement, soit l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai fait le choix d'arrêter le conseil en politique, mais j'ai fait le choix de ne pas choisir entre les 2, c'est-à-dire de mener les 2 de front et du coup de démultiplier mon activité entrepreneuriale à côté et d'augmenter mes cours dans d'autres écoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette chance-là de vivre de l'ensemble de ces activités tout en ayant un CDI à temps partiel, donc en tant que professeur principal à côté, ce qui amène la sécurité et en même temps le potentiel de développement d'activité. Très intéressant. En CDI pour la sécurité, pour le côté familial aussi, peut-être faire des emprunts et quand même la possibilité que tu t'es offerte de te développer d'un point de vue entrepreneurial avec une entreprise à côté. Quand est-ce qu'on fait appel à toi, Maxime?
Alors moi, on peut faire appel à moi quand on a envie de, grosso modo, de passer à l'action. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez tendance à procrastiner vos projets, c'est-à-dire à avoir des idées plein la tête et justement à ne jamais passer à l'action, à toujours vous dire ah mais il me manque une information de plus, ou ah il me manque des moyens, ou ah il me manque les contacts, ou ah il me manque du matériel. Si vous avez tendance à douter de vous-même, à vous demander: «Mais est-ce que j'ai la capacité de le faire?» Et ben, ça généralement, moi j'interviens pour vous aider à vous structurer, à vous organiser parce que en lien avec la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est qu'une question de moyens. C'est-à-dire que la mise en place des bons outils, la mise en place des bonnes routines de travail, la mise en place du bon état d'esprit et de la régularité dans l'effort, bah, c'est ce qui va faire décoller ou non votre projet, en fait. Vous n'allez pas avoir un moment, le grand déclic qui va faire que d'un coup, ça y est, tout devient évident, tout devient facile et toutes les difficultés sont surmontées. C'est pas comme ça que ça marche. En réalité, c'est toutes les personnes qui ont des grands résultats sont des personnes qui travaillent, en continu et qui font de la régularité dans leur effort. Je prends toujours cet exemple-là, mais c'est comme si vous voulez vous mettre au sport. Ben moi, je peux vous accompagner à organiser le fait que vous commenciez le premier jour à faire une pompe, le deuxième jour à faire 2 pompes, et que à la fin, dans 2-3 mois, vous fassiez 500 pompes par jour facilement. Mais si vous pensez que vous devez attendre d'être en capacité d'un coup de faire 500 pompes du jour au lendemain avant de vous lancer, alors c'est sûr que vous vous lancerez jamais. Et c'est ça en fait un peu l'état d'esprit que j'essaye d'implémenter chez les personnes que j'accompagne. Généralement, ça marche plutôt bien. J'en veux à preuve d'exemple. Là, actuellement, je suis en train de lancer un incubateur au sein de l'Institut supérieur de gestion de Lyon. Donc, j'ai eu l'autorisation au sein de l'école de lancer ça. Et là, j'accompagne actuellement 4 groupes d'étudiants dans le déploiement et le développement de leurs projets. Et ils sont surpris eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire que quand je les ai challengés pour leur dire: «Ben, lancez-vous». Ils m'ont dit: «Mais monsieur, on saura jamais, on pourra jamais, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les compétences, on n'a pas les connaissances. Mais vous vous rendez compte, on est encore seulement étudiants». Et puis je leur ai dit: «Mais si, si, allez-y, lancez-vous, on va tester des choses ensemble». Et en fait, ils se sont lancés, ils évoluent et là, toutes les semaines, on fait des points d'étape. Toutes les semaines, tous les vendredis soirs, on a, point d'étape ensemble. Comme ça, on fait le feedback, je leur fais des retours, je leur pose des questions, on réorganise leur emploi du temps si besoin et du coup, ils se rendent compte qu'ils avancent beaucoup plus vite qu'ils l'imaginaient et ils obtiennent des résultats qui dépassent tout ce qu'ils avaient imaginé jusque-là, quoi. Donc et ça, c'est de la bête méthode, c'est de la bête technique. OK, félicitations pour le lancement de l'incubateur, c'est un beau projet. Est-ce que tu t'adresses également aux professionnels, aux structures? Parce que ça, c'est quand même des compétences qui peuvent intéresser des collectifs. Oui, tout à fait. En fait, c'est notamment pour ces questions-là également que je travaille auprès d'Adecco Training. Parce que ces missions-là, je les fais aussi en lien avec des professionnels. Ça peut être soit des personnes qui, après avoir fait un bilan de compétences, se disent: «Ben, je me lancerai bien dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas comment faire». Auquel cas, ben, là, pareil, je peux aider la personne à mettre en place le processus pour se lancer. J'interviens également dans des entreprises qui ont, des équipes projets, par exemple, qui peinent à avancer, qui peinent à se structurer, qui peinent à s'organiser. Donc dans ce cas-là, moi, je viens et je les accompagne à se structurer, à s'organiser et notamment à répartir le travail de la manière la plus efficiente qui soit. Parce que souvent, par exemple, dans un groupe de travail, on va avoir tendance à vouloir répartir la même charge de travail également entre tous les membres, alors qu'en fait, il y en a certains qui ont des compétences particulières qui, sur certaines tâches, vont performer à fond et qu'il serait potentiellement intéressant de leur envoyer à chaque fois qu'il y a une tâche comme ça à eux, plutôt que de les charger avec d'autres choses sur lesquelles d'autres sont beaucoup plus compétents qu'eux. Et du coup, en optimisant comme ça, plutôt que d'être dans la logique de on répartit équitablement, la logique, ce serait plutôt de répartir efficacement et ensuite, une fois que c'est réparti efficacement et que les choses tournent, réfléchir à comment on réintroduit de l'équitabilité là-dedans, plutôt que de se poser la question à l'inverse. D'abord performer et ensuite réfléchir comment on fait en sorte que ce soit juste, plutôt que de juste se dire il faut que ce soit juste, peu importe si ça performe ou pas, par exemple. Je vois le problème. La les discussions interminables sur c'est juste, c'est pas juste, c'est trop injuste, dans lesquelles on Voilà. peut très vite beaucoup s'embourber et effectivement, ces discussions interminables au détriment de l'efficience, hein, globalement des processus, c'est assez terrible et il faut s'en prémunir, faut en être conscient parce qu'il y a des discussions dont on ne sort pas, qui peuvent durer des mois, des années et des fois je rigole. Pour, ton info, moi aussi j'accompagne la création reprise d'entreprise. Est-ce que tu as des préférences dans ce type d'accompagnement? Pas spécifiquement, moi, c'est plutôt des profils. Généralement, c'est plutôt je vais reprendre une phrase qui est connue, mais
Je préfère quelqu'un qui a un bon état d'esprit, mais des idées de merde, que quelqu'un qui a des bonnes idées, mais un état d'esprit pourri. Et parce que quelqu'un qui a un bon état d'esprit, on trouvera toujours un moyen de faire marcher. C'est-à-dire quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est capable d'implémenter des méthodes, quelqu'un qui est capable de se remettre en question, quelqu'un mais qui perd jamais son entrain. C'est Churchill qui disait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent, ils vont d'échec en échec sans perdre leur entrain. Et ben ça, pour moi, c'est très important que les personnes en face de moi soient ouvertes. Voilà. Et donc voilà, c'est plutôt des personnes que je rencontre en fonction de si ça match ou si ça matche pas à ce moment-là. Voilà. OK, et c'est marrant, je fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire que, je vais avoir tendance à m'investir ou pas dans un projet selon est-ce que je crois dans le potentiel de la personne Mmh. ou pas, et ça va passer par plein de petits indicateurs, sa capacité à effectivement mettre de l'énergie, à être ce que j'appelle smart aussi, c'est-à-dire bien faire les choses consciencieusement. Ça se voit dans toutes les spectres de la vie de la personne. Quand tu regardes et quand tu vois que la vie privée, elle est en vrac, que tout est en vrac, tu te dis que peut-être s'il crée un projet entrepreneurial, ça a des chances d'être en vrac, tu vois? Si c'est quelqu'un qui ne tient pas ses délais, arrive toujours en retard, ne comprend pas ou mal les consignes et cetera, c'est un très mauvais indicateur. Ouais. Alors que quelqu'un qui a tendance dans toutes les sphères de sa vie à se tenir à sa parole et à faire bien les choses. Alors quand je dis se tenir à sa parole, c'est pas forcément, rester crispé sur le projet numéro 1, hein. Attention, c'est un projet, c'est fait pour évoluer, c'est vivant. Mais en tout cas, quelqu'un qui va structurer effectivement un projet, éventuellement le faire évoluer et faire le nécessaire toujours et le faire correctement pour que ça évolue, positivement, et voir quelqu'un qui est capable aussi de faire une remise à 0 et recréer un bon projet là-dessus, mais qui fait toujours les choses bien. Là, ça va vraiment me donner envie d'y aller. Quand je sens que, évidemment, il y a de l'envie, de la motivation, qu'il y a de la niaque, parce qu'on est quand même dans le monde de l'entrepreneuriat, et qu'en même temps, les choses sont bien faites, là, tous les feux sont au vert et j'ai envie d'y aller avec ce type de personne. D'ailleurs, c'est le genre de personne que tu retrouves très longtemps dans une vie. En fait, moi, il y a des gens, Hein. ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je les connais. En fait, c'est toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est des gens hyper fiables. Et je crois qu'on parle pas assez de cette qualité qui est la fiabilité chez quelqu'un et sa constance, et je crois que ça va avec le fait également de faire les choses bien et une forme d'intégrité. Tu vois, dans le projet, le projet peut évoluer, mais ça ne bouge pas. Ça reste, et c'est vraiment une qualité que j'apprécie chez quelqu'un qui me donne envie de mettre des billes dans un projet. Quand je dis des billes, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi du temps, de l'énergie. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, moi, je suis tout à fait d'accord et puis, bah, tu vois, pour illustrer ça, moi, j'ai investi il y a quelques mois de ça dans un restaurant. Voilà, je suis actionnaire minoritaire d'un restaurant auprès d'un porteur de projet en qui j'ai cru. Parce que, ben, voilà, le mec, il est fiable, il est solide, il est travailleur, il est toujours volontaire, il essaye toujours de trouver des solutions. C'est-à-dire que, bah, il se cache pas derrière le grand méchant monde, hein. C'est pas, le monde, il est méchant et moi, je suis gentil et c'est la faute d'eux quand il y a un problème. Il se pose toujours la question de comment je peux régler la situation et du coup, bah, je crois en lui, je lui fais confiance, donc j'ai investi dans son restaurant, pour l'aider à l'ouvrir. Donc ça, c'est pour moi, voilà, donc je souscris tout à fait à ce que tu viens de dire, il y a des profils comme ça. Et à l'inverse, alors parfois, il m'arrive quand même de prendre des personnes en vrac, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je me rends compte que le vrac est dû notamment à un problème ou plusieurs problèmes en général, parce qu'ils vont par plusieurs souvent, dans les 5 piliers de la productivité et du bien-être dont je parlais tout à l'heure. Donc je répète pour les auditeurs, mais c'est donc bien dormir, c'est-à-dire suffisamment et avec suffisamment de qualité, bien manger, c'est-à-dire, en règle générale, essayer de manger équilibré et de la nourriture de qualité. Quand je dis en général, ça veut dire que 5 jours par semaine, bien manger et s'autoriser 2 jours des écarts, ça le fait, hein, on rentre pas dans un couvent non plus. S'hydrater suffisamment, ça souvent c'est sous-évalué, mais le fait de s'hydrater, régulièrement et en qualité paraît c'est important. Faire un peu de sport, c'est-à-dire avoir une activité physique régulière, ne serait-ce que marcher, l'équivalent d'une demi-heure de marche par jour. C'est-à-dire, c'est pas besoin de faire beaucoup plus, hein, mais en tout cas marcher, à minima pour oxygéner le cerveau et faire fonctionner l'organisme et bien évidemment déconnecter des écrans parce que les addictions aux écrans, ça arrive très, très vite et généralement ça pourrit tout le reste. Et ben, souvent, les personnes qui sont en vrac, il y a plusieurs de ces piliers qui sont pas respectés et ce qui va me faire choisir de les accompagner ou pas, c'est la réaction
qu'elles vont avoir quand je vais leur montrer les 5 piliers. Si la personne, au moment où je lui dis les 5 piliers, ces 5 piliers-là sont pas respectés, ma première étape, ça va être de vous les faire mettre en place comme il faut. Si je vois que la personne me dit: «Ah bah non, mais ça c'est impossible, ça l'intéresse pas», là j'abandonne tout de suite. Je me dis: «Bah, alors là, je peux implémenter ce que je veux derrière, tant qu'il y a pas ces 5 piliers-là, je peux pas vraiment aider cette personne». Voilà, et par contre, une personne en vrac qui va me dire: «Eh ben, allez, let's go, j'ai envie de m'en sortir, on va y aller», et ben là, on va mettre en place un accompagnement. Il y a quelques années, j'ai réussi à accompagner un de mes amis comme ça, qui avait, fait tomber ses 5 piliers parce que justement il avait une addiction aux écrans, et en fait l'addiction aux écrans, l'avait amené à, regarder son téléphone jusqu'à 2 heures du matin, donc à bousiller son rythme de sommeil. Son rythme de sommeil avait eu un impact sur sa volonté et son énergie la journée, donc comme il était crevé, il s'était mis, dans la junk food pour pas avoir affaire à bouffer, et en fait on faisait tout le cadran, et en fait il avait fait sauter ces 5 piliers avec seulement l'addiction, parce qu'en plus à la base c'était un grand sportif, mais il trouvait plus la motivation d'aller à la salle de sport, enfin bref, et il avait pris 20 kilos en un an. Et du coup, comme je savais que c'était quelqu'un quand même qui, en règle générale, était quand même plutôt fiable, qui quand il s'engageait dans quelque chose, avait plutôt tendance à tenir parole. À partir du moment où on m'a dit: «Bah, OK, j'essaie de reprendre ma vie en main», et ben, je l'ai challengé, on a mis en place un accompagnement, et en 6 mois, il a perdu 10 kilos et il s'est remis au sport, et il a retrouvé, un équilibre de vie qui lui a permis de rebondir, et là, actuellement, ça y est, il a repris, du boulot. Il a à nouveau plein de projets annexes, parce que c'est quelqu'un qui est toujours très créatif quand il est dans les bonnes conditions, et ça fait plaisir de le voir comme ça, quoi. Voilà, et ça, c'est des profils où je me dis: «Voilà, si la personne, elle a envie de s'en sortir, alors ouais». Par contre, si la personne, elle a pas envie de s'en sortir, alors là, c'est pas moi qu'il lui faut, c'est un psy. Voilà. Il faut déjà qu'elle règle quelque chose d'autre. C'est marrant ce que tu dis, je reprends tes termes tout à l'heure, tu parlais du grand méchant monde Mmh. et ne pas se cacher derrière le grand méchant monde. C'est vrai que des fois le grand méchant monde est méchant, tu vois? Tu as une guerre sur ton territoire, tu as une énorme crise, dans ton secteur et tu peux pas grand chose, mais je remarque que les gens qui quelque part sont bien structurés, j'ai un peu la caricature de ça en tête, tu vois? C'est le profil Alec Henry. Tu vois? Mmh. C'est ils vont toujours se réaligner quelque part sur leur pilier de base un moment ou à un autre et ça va fonctionner à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui jamais ne se restructurent. Je pense qu'effectivement, c'est la différence entre avoir justement quelque chose dans sa structure ou pas. Bref, ceci est un autre débat. Il y a autre chose que tu as fait, que tu as mis en place et dont tu ne nous as pas du tout parlé, c'est que tu bosses ton anglais. Est-ce que tu aurais envie de dire des choses aux auditeurs de RLP sur, l'importance de parler anglais pour son évolution professionnelle? Parce que moi, je fais le même boulot en ce moment, c'est-à-dire je fais l'anglais et c'est une chose qu'on valorise pas assez, à mon avis, dans un parcours de transition pro. Tu veux bien nous en parler? Oui, alors en fait, ben, effectivement, donc moi je travaille mon anglais, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je me suis remis à travailler mon anglais avec plus ou moins d'assiduité, c'est-à-dire en fonction aussi bien évidemment de la réalité et de la quantité de travail que j'ai à accomplir. Mais là actuellement, donc le travail que je mène en anglais, c'est que tous les jours, j'ai un call d'à peu près une demi-heure avec une personne qui souhaite également améliorer son anglais avec moi. Et l'idée, c'est que ben, pendant cette demi-heure, on fait le tour de notre situation professionnelle et personnelle, 100% en anglais. Ça nous force à améliorer notre vocabulaire, ça force notre cerveau à s'habituer à pratiquer l'anglais. Et effectivement, moi qui maintenant me retrouve à devoir accompagner des étudiants, y compris dans des cours en anglais, j'aurais été absolument incapable de faire ça il y a ne serait-ce que 2 ans. Enfin même il y a un an, hein, je me serais pas senti de faire ça. Bah, là, pas plus tard que ce matin, je corrigeais des copies de partiels de mes étudiants, en anglais, sans dictionnaire à côté, en comprenant parfaitement tout ce qui était écrit et tout ce qui était expliqué, et ça sans la moindre difficulté, ce qui était le petit plaisir de la journée. Et donc ça, c'est un petit point. Effectivement, la maîtrise de l'anglais, il y a quand même assez peu de personnes en France qui le maîtrisent suffisamment pour l'utiliser professionnellement, et donc bah, quand vous êtes en concurrence avec d'autres, ça peut faire la différence pour un certain nombre de contrats, et notamment pour que votre activité puisse se développer en direction de l'international. Le meilleur réseau pour me contacter, c'est LinkedIn. Je publie régulièrement sur la plateforme, en ce moment principalement en lien avec l'incubateur que nous sommes en train de lancer et les étudiants que j'accompagne. Mais il m'arrive également de publier quelques conseils, quelques retours d'expérience. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je consulte mon LinkedIn tous les jours. Vous pouvez m'envoyer un message privé si vous souhaitez entrer en contact avec moi. C'était Maxime pour RLP 102.3. On se retrouve lundi à 11 heures et dimanche à 12h30. À bientôt les amis.